Bonjour à tous et à toutes, merci beaucoup d'être présents et présentes ce soir, en distanciel comme ici, à l'IRIS. Je suis Éléonore Dufaux, je suis chercheuse au pôle climat, énergie et sécurité à l'IRIS et j'ai l'honneur de modérer cette table ronde ce soir qui a pour sujet donc, la mobilisation des femmes face au changement climatique dans le cadre du lancement de l'Observatoire Genre, Climat et Environnement mené par l'IRIS avec le soutien des fondations Chanel, L'Oréal et Raja Daniel Marcovici. Et c'est un projet donc, porté par plusieurs chercheuses de l'IRIS, Fatou Elisba, qui est responsable du programme humanitaire et développement, Julia Tass, directrice de recherche à l'IRIS et responsable du programme climat, énergie et sécurité, et Marie-Cécile Nave, directrice de recherche à l'IRIS et directrice de l'Observatoire genre et géopolitique. Donc ce cycle de recherche de l'Observatoire, il a pour ambition de développer la recherche sur l'intersection entre le genre et le climat, qui est un sujet encore peu étudié en France. Et l'Observatoire a eu pour objectif de fournir des recommandations et des axes stratégiques à travers 3 notes que vous pouvez trouver en ligne sur le site de l'IRIS, qui portaient sur 3 sujets, l'égalité homme-femme dans les négociations internationales sur le climat, la mobilisation et la résistance des femmes face au changement climatique, et l'égalité homme-femme dans les négociations autour de la responsabilité commune mais différenciée des changements climatiques. Donc, nous avons le plaisir et l'honneur ce soir de recevoir 4 intervenantes pour discuter et étudier et mieux comprendre les différentes formes de mobilisation et de réseaux de femmes qui s'engagent face au changement climatique. Et donc, nous avons en ligne Anne Marère, qui est coprésidente du collectif Les Aînés pour le climat, qui a œuvré pour faire condamner la Suisse pour inaction climatique. Élise Nakarato, merci d'être là. Vous êtes responsable du pôle plaidoyer inégalité climatique à Oxfam France et vous êtes spécialiste des impacts sociaux des changements climatiques. Marie-Cécile Nave, donc, je vous ai déjà présenté, mais vous êtes spécialiste des questions de genre, vous êtes autrice de plusieurs livres, notamment sur la géopolitique des féminismes ou la démocratie féministe, que je vous invite à lire. Et vous avez surtout coécrit la note de l'Observatoire sur les mobilisations des femmes face au changement climatique. Et enfin, Aminata Niakate, vous êtes avocate et vous êtes membre du Conseil économique, social et environnemental et vous avez co-rapporté le rapport Inégalité de genre, crise climatique et transition écologique. Donc merci à tous et à toutes d'être présents. Et je voudrais commencer avec vous, Marie-Cécile, pour nous donner un peu un apport théorique et géopolitique de l'état des réseaux des femmes donc engagées face au changement climatique. Comment est-ce qu'ils se mobilisent? Quels sont leurs moyens d'action? Quels sont leurs financements? Et comment est-ce qu'ils peuvent s'organiser? Merci beaucoup. Il faut que j'allume. Ouais. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là pour vraiment les premières manifestations publiques, expressions publiques de cet observatoire qui, comme son nom l'indique, portera sur les questions de genre, mais les notes qu'on a faites et la conférence ce soir porteront plutôt sur les femmes. Donc le genre, c'est évidemment au-delà des droits des femmes, comme vous le savez, mais on s'est spécifiquement centré sur les droits des femmes et les actions des femmes. Je voudrais commencer par dire que, soyons clairs, hein, le contexte géopolitique n'invite pas à l'optimisme. Je crois il faut quand même le dire. La fin de USAID, la recrudescence des violences faites aux plus vulnérables et en particulier les femmes les plus vulnérables s'inscrivent dans une dynamique géopolitique forte et partie pour durer. Il ne faut pas se voiler la face, le climat est vraiment à la brutalité et à la prédation contre les femmes dans le monde. Et vous avez remarqué sans doute que les menaces contre les droits des femmes vont de pair avec les velléités de destruction de l'environnement. Toujours. Et c'est particulièrement vrai aujourd'hui. Ce sont les mêmes qui portent ces politiques. Donc avant de parler d'empowerment, c'est très important de parler d'empowerment évidemment, il faudra à court terme de plus en plus, je crois, parler de survie. Et de vastes régions du monde vont être et sont déjà la chambre d'écho des États-Unis, dans le sens, les choses qu'on entend, c'est s'ils le font, on peut le faire aussi, voire s'ils le font, on doit le faire aussi. La situation actuelle, c'est celle-ci. Hein.
Bon, simultanément, la résistance va s'organiser, la résistance pour la défense de l'environnement, pour la défense des droits des femmes, et évidemment, quand les deux s'entremêlent, cette opposition, cette résistance, elle va s'organiser, elle s'organise déjà. Melinda Gates a annoncé qu'elle allait renforcer via sa fondation son soutien aux droits des femmes et à la santé des femmes sur la planète. Et les questions de santé passent évidemment par un accès aux ressources naturelles, par un accès à un environnement sûr, le fait de vivre dans des écosystèmes qui sont safe. Et même avec une diminution des aides publiques internationales et une suppression totale des aides des États-Unis, enfin, on en est là, le travail de terrain engagé depuis de nombreuses années ne disparaîtra pas, il s'intensifiera même peut-être, il prendra des formes nouvelles et ça va être très intéressant d'ailleurs à observer toute l'inventivité, la créativité qu'il va bien falloir mettre en pratique pour contrer le climat actuel. Les femmes et les travaux féministes ont montré ça, les femmes ont toujours su faire face et faire preuve d'ingéniosité, de créativité dans l'adversité. Et les réseaux, quels qu'ils soient, les réseaux féministes, les réseaux de femmes, les réseaux en soutien aux femmes et à l'environnement vont se reconfigurer, vont se renforcer selon les cas. Et on le sait, ça aussi, le féminisme, qu'il soit théorique, académique, scientifique, de terrain, citoyen, militant, etc. C'est un ensemble de savoirs, de savoir-faire qui sont régulièrement actualisés et toujours partagés, qui sont extrêmement riches et qui ont une capacité à toujours se remettre en question. Ce qui n'est évidemment pas le cas des adversaires du féminisme, qui eux se remettent jamais en question. Et c'est pas ironique, enfin, il faut être un peu ironique pour supporter le monde actuel, mais c'est quand même ça. Les femmes et les réseaux féministes, même s'ils ne se qualifient pas toujours comme tels dans le monde, loin de là, mais enfin, les réseaux de soutien aux femmes et à la défense des écosystèmes ont toujours su se remettre en question pour toujours se renouveler et faire face à l'adversité. Alors, je citerai, pour pas reprendre mot à mot la note, parce que ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt, mais pour s'inscrire dans la continuité de la note et la note numéro 2. Et pour faire un peu de prospective, même si c'est toujours un peu délicat d'en faire, mais enfin bon, on peut s'y essayer. Je citerai peut-être 4 leviers qui font intervenir chacun à leur manière les différents réseaux de femmes en soutien à l'environnement, des types de réseaux qu'on a identifiés et détaillés dans la note et qui renvoient aussi à nos recommandations. Donc ces 4 leviers qu'on pourrait aujourd'hui mettre en lumière et qui s'inscrivent dans la continuité des travaux présentés dans la note. Le premier, c'est la bataille du récit. Le deuxième, c'est le partage d'expertise. Le troisième, ça pourrait être des propositions de priorité de politique publique, renouveler les propositions de politique publique. Et le quatrième, inventer ou renforcer les partenariats. Alors, la bataille du récit, pour moi, c'est quand même le truc un peu essentiel aujourd'hui. À savoir dans l'ampleur et les formulations que les réseaux de femmes gagnent à porter. Et donc, face au déferlement, aux semi-conducteurs, aux bulldozers de la désinformation, en particulier la désinformation sur les droits des femmes et sur le climat, la biodiversité qu'on doit supporter, j'ai envie de dire, au jour le jour. Un des leviers qui doit mobiliser tous les réseaux qu'on peut identifier, c'est vraiment d'envahir l'espace et de porter des discours forts, de porter des récits forts qu'il faut sans doute reformuler à certains égards, mais on n'entrera pas dans le détail ce soir, pour vraiment prendre d'assaut tous les supports et les canaux, qu'ils soient scientifiques, médiatiques, les nouveaux médias qui sont plus si nouveaux d'ailleurs, qui ont plutôt tendance à ringardiser ce qu'on appelle les médias traditionnels, et utiliser toutes les tactiques de l'adversaire qui, donc, lui-même se sert beaucoup de désinformation. Dans les réseaux scientifiques, par exemple, sur lesquels on incite beaucoup dans la note, c'est par exemple
continuer à faire exister certains enjeux qui doivent être bien définis ou définis d'une certaine manière dans l'espace public, c'est-à-dire problématiser les enjeux d'une certaine manière. À partir du moment où on met dans l'espace public de débat ou dans l'espace scientifique certains thèmes et on les problématise, on les présente d'une certaine manière, c'est déjà un engagement parce qu'on les visibilise et on les caractérise avec une certaine éditorialisation. Ce qui n'est pas dit n'existe pas, et ce qu'on dit, on doit le présenter d'une manière très problématisée. Pour les réseaux scientifiques, ça consiste aussi à continuer à produire, à diffuser de la connaissance qui actualise les constats, qui documente la réalité, à partir d'une analyse consciente des enjeux de genre. Et ça doit vraiment être soutenu par les programmes de recherche, par les appels à publication, toujours croiser les questions environnementales avec les enjeux de genre et réciproquement, j'ai envie de dire. Tous les réseaux de recherche doivent répondre et doivent continuer à répondre aux besoins de compréhension des crises. C'est à la fois un enjeu épistémologique et politique dans le sens de l'engagement, pas nécessairement militant, mais dans une autre forme d'engagement. Et puis, la pluridisciplinarité est absolument essentielle pour comprendre le monde dans toute sa complexité, les sciences humaines et sociales, mais aussi la médecine, les sciences de la vie et de la terre, la biologie, le numérique, évidemment. Et il y a une dimension très forte aussi consistant à valoriser la médiation scientifique vers des publics qui ne sont pas nécessairement familiers avec, sans aller dans le jargon scientifique, en tout cas un langage scientifique ou académique, les enjeux de médiation vers la société, vers les décideurs publics ou privés, vers les médias, c'est absolument majeur. Deuxième levier sur lequel je voudrais insister, c'est le partage d'expertise. Et le féminisme, la défense des droits des femmes, mais c'est également vrai de la défense de l'environnement et de la mise au jour des problématiques environnementales. Eh bien, tout ceci part de l'expérience de terrain, de l'expérience des premières concernées et des besoins qu'elles peuvent exprimer ou qu'ils peuvent exprimer par rapport à un diagnostic qu'ils font de leur propre vie ou des écosystèmes dans lesquels ils vivent. On va très probablement voir dans les mobilisations ou les résistances qu'il va y avoir face au retour en arrière sur la défense du climat ou au retour en arrière sur les droits des femmes, peut-être moins de manifestations sonores. J'avais écrit bruyante, mais bruyante c'est un peu négatif de dire moins de manifestations sonores, mais moins d'expression publique dans la rue de manière massive, mais des engagements sur le terrain de plus en plus forts, je pense, et des engagements sur d'autres types de réseaux de communication qui visent à amplifier l'écho et l'efficacité de ces luttes. Peut-être parfois un peu plus cachées de certains regards pour être plus efficaces. Dans les réseaux communautaires, on va voir un peu ce qui se passe. Mais c'est vrai qu'ils sont déjà bien installés dans tout un tas de pays du monde pour défendre un agenda environnemental, pour défendre la préservation des modes de vie traditionnels, de cultures traditionnelles, d'habitats, d'écosystèmes dans lesquels on vit au quotidien, et pour faire connaître au monde entier ces problématiques-là. On va voir comment ça se décline dans les mois et les années à venir, mais là, il y a aussi une base très solide. L'expertise citoyenne, les réseaux d'expertise citoyenne, on en parle aussi dans la note, ça va faire partie des choses qui vont probablement se réinventer, être beaucoup plus inventifs et imaginer d'autres lieux de partage de la parole pour valoriser le débat, pour valoriser la discussion, parce que vous allez dire avec raison que je suis un peu obsédée par ça, mais pour moi, la géopolitique de la désinformation, c'est vraiment un des énormes défis, peut-être le grand défi qui est devant nous aujourd'hui. Et la désinformation vise à supprimer le débat et la discussion. Steve Bannon, quand Trump a été réélu en novembre dernier, une des premières choses qu'a dit Steve Bannon, je ne vous présente pas Steve Bannon, voyez qui est Steve Bannon, dit « La conversation, c'est fini ». Et cette phrase, elle dit tout.
enfin, elle dit pas tout, mais elle dit beaucoup de choses. C'est-à-dire que nous empêcher de discuter, nous empêcher d'échanger. Et donc, toute l'expertise qu'on peut avoir précisément sur le terrain ou dans les réseaux citoyens ou dans l'engagement au quotidien, même si on n'est pas forcément dans une démarche militante, c'est aussi beaucoup de l'échange d'expertise, d'expérience et l'échange de mots, la discussion, le débat. Si on ne peut plus discuter, eh bien, on n'est plus dans des environnements démocratiques. Et puis, il y a aussi les réseaux militants qui, je le suppose, je le souhaite, vont également prendre à bras le corps ces sujets. Et le problème auquel on est confronté, je crois, c'est la question de l'imperméabilité avec le monde de la décision politique. C'est-à-dire qu'il y a une inventivité très forte, une créativité très forte, une compréhension très grande des enjeux qui sont devant nous sur ces questions-là, sur les questions de défense de l'environnement, de la biodiversité, des droits des femmes et évidemment tous les croisements qui existent entre ces différentes thématiques. Mais il y a, j'ai l'impression que la dynamique même s'aggrave, un problème de fermeture, d'opacité, de manque de lien, de manque de porosité avec le monde de la décision politique, problème qui n'existe pas dans le camp d'en face. Et vraiment pas du tout. Chez les adversaires des droits des femmes et de la protection de l'environnement, on arrive à faire des liens, des chemins, des passages entre le militantisme, l'engagement, quel qu'il soit, quelles que soient les formes qu'il prenne, et le monde de la décision politique et le monde du pouvoir politique. Oui. Pour compléter ce que vous venez de dire sur l'expertise de terrain, le partage de savoir, on peut peut-être écouter Anne, qui est donc en visio, sur la manière dont l'association qu'elle co-préside, donc les Aînés pour le climat, s'est engagée, s'est structurée, et comment est-ce qu'elles ont réussi à faire condamner la Suisse pour inaction climatique. Merci de me donner la parole. Merci pour votre accueil. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Parfait. Alors, les Aînés pour le climat en Suisse, effectivement, en 2016, en août 2016, ont décidé de mener l'action judiciaire contre le gouvernement qui ne protège pas sa population et en particulier les femmes âgées particulièrement vulnérables face au changement climatique. Et ça a été la porte d'entrée pour mener une action judiciaire en Suisse parce qu'il n'y a pas de class action possible et c'est très compliqué. Et auparavant, nous avons été très inspirés par l'affaire Urgenda, que vous connaissez certainement, aux Pays-Bas, qui avait abouti déjà en première instance et ils ont gagné dans toutes les instances jusqu'à la Cour suprême et le gouvernement a dû revoir sa copie. En Suisse, ça n'avançait pas. J'ai été moi-même en politique, j'ai été moi-même députée au Parlement et cette affaire nous a beaucoup inspirés. Et en discutant avec des juristes spécialistes en environnement et en droits fondamentaux, en lisant les rapports depuis la grande canicule de 2003 et tous les décès qui se sont passés, nous avons constaté que les femmes sont particulièrement atteintes dans leur santé. Et c'était la porte d'entrée que nous avons utilisée pour entrer dans l'action judiciaire. Nous avons déposé d'abord notre requête à la Confédération, au gouvernement suisse en 2016, en automne 2016. Il a mis 18 mois à nous répondre. Il a botté en touche. Il n'est pas entré sur le fond de la requête, qui faisait 160 pages et avait des arguments, bien entendu, qui faisaient appel à la Convention européenne des droits de l'homme, à notre Constitution, et droit à la santé, droit à la vie privée. Il n'en a pas tenu compte, a estimé que nous n'étions pas habilités à mener une action judiciaire et que nous n'étions pas plus atteintes que d'autres. Ça nous a ouvert un premier droit de recours au tribunal administratif fédéral qui, de la même manière, a botté en touche, n'est pas entré sur le fond, aurait pu renvoyer la copie au gouvernement, ne l'a pas fait. Ça, on est en 2017 et nous avons ensuite fait recours en 2018
2019, pardon, au tribunal fédéral, qui est un peu notre Cour suprême, pas tout à fait, mais qui est censé vérifier et considérer que le gouvernement et nos autorités appliquent bien les droits fondamentaux et que les droits de l'homme, les droits humains sont bien respectés dans notre pays, ce qu'il n'a pas fait. Son argumentaire était encore plus affligeant que les précédents. Nous n'étions pas du tout encore atteintes suffisamment. Nous n'étions pas encore à 2 degrés et nous avions le temps et il n'était pas nécessaire de prendre des mesures. Donc, de la part d'un tribunal fédéral, c'était particulièrement grave comme argumentaire. Et sans nous laisser décourager, bien sûr que nous avons fait dans l'association chaque fois des assemblées générales pour demander à nos membres si elles souhaitaient, si on pouvait continuer à mener l'action judiciaire. Nous sommes maintenant plus de 3000 membres et notre moyenne d'âge est de 74 ans. Et ensuite, nous avons décidé, puisque nous avions encore une étape possible, nous en Suisse, c'était d'aller à la Cour européenne des droits de l'homme, en se disant peut-être c'est la Cour spécialisée dans les droits humains, peut-être qu'elle va nous entendre, puisqu'on ne nous a pas entendus en Suisse et qu'on ne nous a pas du tout pris au sérieux. On s'est dit, les mamies, on a souvent entendu ça, qu'elles restent dans leur cuisine, qu'elles s'occupent de leurs petits-enfants, qu'elles fassent des tartes aux pommes. Donc, on a eu quelques messages assez discriminants, mais nous n'avons pas été impressionnés et nous avons poursuivi. Et la Cour européenne des droits de l'homme a pas du tout fonctionné comme nos tribunaux. Elle a très vite considéré notre requête comme prioritaire, ce qui nous a donné motivés pour aller de l'avant. Elle nous a donné du courage. Et non seulement elle l'a estimé prioritaire, mais ensuite elle l'a renvoyé à la grande chambre de la Cour, qui traite des affaires compliquées, des affaires importantes. Et la grande chambre de la Cour, face à 17 juges, c'est là que nous nous sommes retrouvés en mars 2023, fin mars 2023. Nous sommes allés à Strasbourg, nous nous sommes retrouvés face aux 17 juges avec notre équipe juridique exceptionnelle avec laquelle nous travaillons depuis 2016. La Suisse avait son équipe juridique et là, il y avait les médias du monde entier puisque c'était une première. La première fois qu'on a amené à la Cour le climat et les droits fondamentaux. Et je crois qu'on peut être fiers, nous, les femmes âgées, d'avoir ouvert la voie. Et les juges ont posé un certain nombre de questions auxquelles il a fallu répondre. Et ensuite, nous savions que nous devions attendre un verdict. Nous ne savions pas exactement quand. Quelque temps après, la Cour nous a dit que le verdict, la date du verdict ne nous arriverait que 15 jours avant. Et effectivement, 15 jours avant le 9 février 2024, nous avons reçu le courrier de la Cour et qui nous attendait le 9 avril 2024 à Strasbourg, à la Grande Chambre, pour le verdict. Donc, nous sommes retournés à Strasbourg. Et là, évidemment, l'émotion était à son comble. Les médias du monde entier étaient là. Tous les militants, les soutiens, un nombre très important de personnes. Et la présidente a donné son verdict. Et le verdict était en notre faveur d'une manière extrêmement forte par rapport à l'article 8 de la CEDH qui dit que ce droit consacre aussi à une protection effective par l'État, par les États, contre les effets néfastes graves du changement climatique sur la vie, la santé, le bien-être et la qualité de vie. Et ça, c'était à 16 voix contre une par rapport aux 17 juges. Et à l'unanimité des juges, elle a condamné la Suisse parce qu'elle a violé l'article 6 CEDH, le droit à un procès équitable, ce que nous n'avons absolument pas eu en Suisse. Donc, c'était un verdict extrêmement fort. Et ce qui est aussi très important, c'est que cet arrêt fait presque 300 pages. Il est tout à fait extraordinaire. Et les juges ont beaucoup insisté aussi
sur les générations qui viennent, qui n'ont pas voix au chapitre et qui auront à porter le fardeau de ce changement climatique qui est là et qui fait des dégâts déjà absolument dramatiques. Et ils le disent très clairement, si les décisions ne sont pas prises au cours de cette décennie, donc 2030, donc 5 ans, c'est de la plus haute importance et autrement, ça entraînera des répercussions pendant des milliers d'années, ce que nous ne parviendront pas à faire dans les 5 prochaines années devront être supportés par les générations futures. Et ça, vraiment, les juges ont mis l'accent là-dessus. Et ces jeunes, ils n'ont pas voix au chapitre aujourd'hui. Et ils mettent en avant l'importance de l'équité intergénérationnelle et du maintien du système climatique pour un avenir vivable. Donc, vraiment, on a été extrêmement bouleversé par cet arrêt et par ce qu'il entend, c'est-à-dire qu'il est contraignant pour la Suisse et il fait jurisprudence pour les 46 pays du Conseil de l'Europe. Donc voilà, je crois qu'on peut être fier de cette victoire qui est une victoire d'équipe. On n'arrive pas tout seul. Nous sommes une équipe forte avec une équipe juridique forte avec un nombre important de membres et de membres soutiens. Et ça, je pense qu'il faut aussi le relever. C'est très, très important. Maintenant, le problème est que le politique suisse a très mal réagi à cet arrêt, a estimé que notre pays faisait déjà exactement tout ce qu'il fallait et tout ce qui était contenu dans l'arrêt. Or, les juges ont repris tous les rapports du GIEC, ont repris l'accord de Paris, ont repris tout ce que la Suisse a voté en termes de climat, CO2, etc. Et sont arrivés à la conclusion que les objectifs que la Suisse s'était elle-même fixés et aussi fixés par l'accord de Paris n'étaient pas du tout atteints. Donc là, on est dans cette phase où c'est le comité des ministres du Conseil de l'Europe qui analyse la réponse de la Suisse, qui est très insatisfaisante. Et début mars, il se réunit, dira ce qu'il en pense. Et nous avons déjà envoyé des observations au comité des ministres sur cette réponse de la Suisse, qui ne fait que répéter ce qu'elle avait déjà dit à l'audience, ce qu'elle a répété depuis. Et nous attendons aussi un comité des ministres courageux, comme les juges de la Cour européenne ont été courageux dans leurs décisions. Alors voilà, je pourrais encore vous en parler plus longuement si le temps est encore correct. Il a eu, en plus, cet arrêt a eu des répercussions vraiment au-delà de nos frontières et on reçoit régulièrement des informations venant d'autres pays européens et au-delà, où des juridictions se saisissent déjà de cet arrêt et où cet arrêt dans nos universités, en tout cas à Genève, à Lausanne, est étudié par les étudiants et par les professeurs de droit. Donc tout ça est évidemment très important et très encourageant par ailleurs, même si pour l'instant le politique n'est pas prêt à faire le job, mais comme c'est contraignant, il va devoir le faire. Merci beaucoup Anne pour ce témoignage et je pense qu'on est tous très inspirés et très impressionnés par ce combat et cette grande victoire. J'ai peut-être une petite question. Vous avez parlé justement des relations à l'international. Est-ce que le réseau des aînés pour le climat, donc qui est basé en Suisse, est-ce qu'il y a des contacts, des créations de ce même type de groupe à l'international? Alors oui, figurez-vous, en Corée du Sud, nous avons reçu euh, des messages d'une association qui s'est créée, ils ont appelé ça les 60 et plus. Et une de mes collègues du comité a fait en visioconférence, le jour où ils ont décidé de faire une conférence de presse, ils ont souhaité que nous intervenions à cette conférence de presse et une de mes collègues, effectivement, l'a fait. Nous avons eu aussi un groupe de femmes de Pasadena. Alors, Pasadena, ça vous dit quelque chose, la Californie qui vient de brûler, tout près de Los Angeles. Et là aussi, un groupe de femmes nous a demandé de les soutenir, de leur envoyer un courrier
et elles allaient intervenir au conseil municipal de Pasadena face aux autorités de la ville pour dire que ça n'allait pas, qu'on allait vers la catastrophe. Et ça fait une année, une bonne année. Et ça s'est passé, la catastrophe. Nous leur avons écrit récemment pour avoir de leurs nouvelles. Et certaines ont tout perdu, effectivement. Donc oui, nous avons eu de l'Italie aussi, oui, d'un peu partout. Et puis d'autres groupes, pas forcément de femmes âgées, les grands-parents pour le climat aussi, qui sont maintenant aussi très, très engagés, même au niveau européen. Oui, ça a inspiré et ça inspire aussi les jeunes avec lesquels nous sommes beaucoup, beaucoup en relation, et notamment les 6 jeunes Portugais qui, en même temps que nous, étaient à la grande chambre de la Cour et que nous avons beaucoup encouragés et consolés à la fin de l'arrêt, puisque le leur était négatif pour des raisons de procédure. Et nous leur avons dit, si on gagne, tout le monde gagne. Nous avons gagné, donc ils peuvent maintenant se saisir de cet arrêt dans leur pays, le Portugal, pour aller contre leurs autorités qui, eux non plus, elles non plus, ne font pas le job. Merci beaucoup, Anne. Je m'adresse maintenant à vous, Élise, pour continuer sur les différentes formes de réseaux. Donc là, on vient de voir un réseau assez particulier. Est-ce que vous pourriez nous parler du coup un petit peu d'Oxfam, là où vous travaillez, et puis de vos travaux aussi sur la représentation des femmes, notamment dans les négociations internationales? Tout à fait. Vous m'entendez? Merci. Oui, alors moi je travaille chez Oxfam France. Donc Oxfam, c'est une ONG de solidarité internationale qui lutte contre la pauvreté et les inégalités partout dans le monde. C'est un réseau de 80 ONG dans plein de pays différents. Et nous faisons des actions de terrain, mais aussi des campagnes, du plaidoyer et des actions de mobilisation pour changer les termes du débat et pour mettre au centre la question de la justice sous toutes ses formes, la justice climatique, la justice de genre, la justice fiscale, etc. Donc c'est vraiment la spécificité d'Oxfam et c'est sous ce prisme en fait qu'on mène nos actions. C'est en quoi est-ce qu'il y a des intersectionnalités entre des questions de justice de genre, de justice climatique et plein d'autres thématiques. Et donc, au sein du réseau Oxfam, on fait plein de choses très intéressantes, mais je vais vous prendre 2 exemples sur lesquels on a spécifiquement mis en lumière et en tout cas travaillé avec des réseaux soit féministes, soit des réseaux engagés pour l'égalité de genre dans une question de lutte contre les changements climatiques et l'atteinte des limites planétaires. Je vais vous prendre un exemple en France sur la question de l'agriculture et un exemple au niveau international sur effectivement la diplomatie climatique. En France, en 2023, Oxfam France a publié un rapport sur les inégalités de genre dans l'agriculture. Pourquoi ? Tout simplement parce que le secteur agricole est un des secteurs clés dans la transformation écologique. C'est bien sûr un des secteurs qui est le plus impacté, on le voit au quotidien, mais c'est aussi un des secteurs qui est le plus émetteur. Et par ailleurs, sous notre prisme de lecture des inégalités, notamment économiques, c'est aussi un des secteurs qui est particulièrement catastrophique puisqu'il ne permet ni aux producteurs, productrices de se rémunérer, ni aux consommateurs, consommatrices de bien manger. Donc on voit qu'il y a, si on essaie de voir le verre à moitié plein, il y a des axes d'amélioration, comme on dit, un petit peu de partout. Donc on a voulu étudier ce secteur-là et voir en quoi peut-être des inégalités de genre pouvaient être un frein à la transformation écologique. Donc ce qu'on a constaté, alors je vous invite vraiment à aller lire ce rapport qui est en ligne sur le site d'Oxfam France, oxfamfrance.org, parce qu'il y a plein d'informations hyper intéressantes déjà sur la situation des agricultrices en France, notamment sur le fait que les écarts de rémunération sont encore plus grands que dans la population générale. On est plutôt de l'ordre de 29-30%. C'est la même chose sur la question des retraites. On a 130 000 agricultrices qui n'ont pas de statut lié à leur activité. Enfin, il y a plein d'informations très intéressantes. Mais
Au-delà des chiffres, parce que ça c'était un premier point, et on a parlé tout à l'heure de comment est-ce qu'on construit des récits. Bah, déjà, pour construire des récits, il faut avoir des données. Ça, c'est une des premières surprises qui nous a saisi quand on a commencé à travailler là-dessus, c'est qu'il y avait très peu de données. Moi, j'ai rencontré la haute fonctionnaire à l'égalité de genre du ministère de l'Agriculture. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas de données genrées. Et que ce n'était pas une priorité du ministère. Donc c'est vrai que on part mal, en tout cas, pour pouvoir construire des récits positifs et puis même proposer des solutions. Et ce qu'on a constaté aussi, c'est que cette absence de données, et plus globalement, du coup, cette absence de vision genrée engendrait une exacerbation des inégalités de genre et qui avait pour conséquence notamment des freins à la transformation écologique. Je vous donne juste un exemple. Lorsque les agriculteurs et les agricultrices s'installent dans la vie active et qui commencent leurs exploitations, il y a une aide qui s'appelle la dotation jeunes agriculteurs. Je ne reviendrai pas sur le fait que ça s'appelle agriculteur et pas agriculteur, agricultrice. C'est vraiment un détail par rapport au reste du problème. Mais cette dotation est faite pour les personnes qui s'installent et donc elle est capée à 40 ans puisque c'est pour les jeunes qui s'installent. Or, les agricultrices, elles ont des parcours de vie qui sont souvent un peu différents et donc elles s'installent souvent plus tard parce que contrairement aux hommes qui, un peu plus linéairement, vont hériter de la propriété des parents, etc., les femmes, souvent, elles vont avoir des parcours de vie un peu différents, faire autre chose avant, etc. Et donc, l'âge d'installation est plutôt autour de 42 ans. Donc, ça veut dire que mécaniquement, les femmes sont exclues de cette dotation qui est très importante, qui peut aller jusqu'à 18 000 €. Donc, pour une exploitation agricole, surtout petite, c'est vraiment très important. C'est vraiment un exemple parmi des dizaines qu'on a trouvées, mais qui illustre le fait d'être aveugle au genre vient augmenter les inégalités et vient freiner la transformation écologique. Et pour moi, c'est vraiment un exemple une illustration de l'intersectionnalité, donc vraiment le fait que d'avoir plusieurs critères de vulnérabilité, les critères ne viennent pas se superposer, mais bien créer une nouvelle vulnérabilité, en l'occurrence, le non-accès à cette aide-là. Et c'est vrai qu'on a trouvé énormément d'exemples de ce genre. Or, on constate aussi que les agricultrices sont souvent plus en phase avec, sont souvent plus exposées aux aléas climatiques, puisqu'elles sont surreprésentées dans des exploitations qui sont plus exposées, et ont souvent des exploitations qui sont plus durables. Donc, on voit qu'en fait, voilà, le fait d'être aveugle au genre, ça vient bien sûr aggraver les inégalités de genre, mais aussi ralentir la transformation écologique qui peut et qui doit avoir lieu dans le secteur agricole. Donc ça, c'est un des exemples. On en a beaucoup dans ce rapport sur le genre et changement climatique dans l'agriculture. Mais je vais parler d'un autre exemple maintenant sur la question de la diplomatie climatique. Pour vous montrer que ces questions-là traversent en fait l'ensemble des secteurs. Et sur l'agriculture, ce qu'on a constaté aussi, c'est que les agricultrices qui prenaient de la place dans les réseaux, notamment dans les réseaux agricoles, dans les directions régionales, les chambres représentatives, etc., souvent, elles le faisaient pendant 6 mois, 1 an et demi, et en fait, au bout d'un moment, elles jetaient l'éponge parce que c'est déjà un métier qui est difficile, et donc être représentante et en plus subir de nombreuses discriminations, en fait, elles en avaient tout simplement marre, et donc il y avait très peu d'évolution en fait dans la représentativité des femmes, parce qu'on leur demandait mais pourquoi à votre avis ces problèmes-là ne sont pas pris en compte? Bien tout simplement parce qu'elles sont pas représentées dans ces instances-là. Et donc, je passe sur mon deuxième exemple sur la diplomatie climatique, où là aussi, il y a une question de qui est présent dans les instances. Nous, chez Oxfam, on participe aux COP, aux conférences internationales sur le climat. On participe à plein d'autres cénacles de discussions climatiques, mais les COP sont souvent un petit peu représentatifs de ces discussions-là. Alors, il faut savoir que la question
du genre est présente dans les COP. C'est une des parties prenantes de la Women and Gender Constituency, c'est une des parties prenantes de la CNUC, la Convention des Nations Unies sur le changement climatique. Donc, la question du genre est officiellement posée. Il y a eu un protocole qui a été adopté lors de la COP20 en 2014, qui durait pendant 10 ans, sur la place des femmes et des minorités de genre dans les négociations climatiques. Ce protocole est arrivé donc à terme en 2024. Il a été reprolongé de 10 ans lors de la COP de Bakou l'année dernière. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a certains pays qui font des efforts diplomatiques importants pour éloigner, en tout cas effacer plutôt les femmes et les minorités de genre de l'ensemble des négociations climatiques, mais que à l'inverse, donc il y a des réseaux de femmes, que ce soit des réseaux de femmes dans des ONG, mais aussi des réseaux de femmes diplomates qui vont, elles, essayer de contrer cette contre-offensive réactionnaire. En tout cas, ce qu'on constate, c'est que ça n'avance pas beaucoup. C'est-à-dire que, par exemple, lors des dernières COP, on avait à peu près 35% de représentantes sur les 100%. Oui, exactement. Et par ailleurs, si on prend uniquement les chefs de délégation, donc là, on est plutôt autour on est en dessous de 20%, plutôt autour de 19%. Et ça aussi, c'est un point très important. Il y a beaucoup de personnes et beaucoup de réseaux d'activistes, beaucoup de réseaux sur l'égalité de genre qui se battent pour la représentativité des femmes et des minorités de genre dans les espaces de discussion. Mais la question, c'est quelle représentativité ? Nous, ce qu'on constate, c'est concrètement, lorsqu'il y a, notamment dans les COP, plus de femmes, souvent, elles vont être présentées un peu plus comme des témoins, comme des visages illustrant les impacts du changement climatique. Donc, on peut avoir une augmentation en nombre, mais ça ne veut pas dire que leur augmentation en nombre n'est pas proportionnelle à l'augmentation à la place, à la table de décision, à la table de réunion. Et c'est là où je fais le lien avec les agricultrices qu'on rencontrait dans les chambres d'agriculture, parce qu'elles disaient oui, il y a un peu plus d'agricultrices, mais en fait, on nous invite pour témoigner que c'est difficile, mais au final, on n'a pas le droit à la parole, ou en tout cas, on pourrait avoir encore plus le droit à la parole. Donc, je ne veux pas être trop pessimiste, mais en tout cas, nous, on ne constate pas d'amélioration significative et structurelle dans la place qu'ont les minorités de genre dans les espaces de discussion. Et ça nous paraît être un levier, sinon prioritaire, en tout cas majeur, pour s'assurer d'une prise en compte des spécificités de genre dans la transformation écologique. Et je terminerai sur un dernier point. Il y a peut-être une chose qui a changé, peut-être pas le nombre de femmes ou de personnes considérées comme femmes qui ont droit à la parole, mais ce qui est sûr, c'est ce qui a changé, par exemple, entre le début du XXIe siècle et aujourd'hui, c'est que il y a 20 ans ou 25 ans, les personnes qui ne prenaient pas en compte la question des inégalités de genre dans la gestion, ou en tout cas l'analyse du changement climatique, pouvaient le faire parfois par ignorance, y compris dans les ONG, y compris dans les associations, où il y avait peu de recherches, en tout cas peu de recherches connues qui étaient faites. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Quand on s'intéresse au sujet et qu'on essaie de travailler un petit peu sérieusement, qu'on soit des chercheurs, des chercheuses, qu'on soit des militants, des militantes, qu'on soit des responsables associatifs, on a l'accès à la donnée. Donc ça veut dire que le fait qu'il y ait des organismes, qu'il y ait des personnes qui se battent pour effacer la question du genre dans les négociations climatiques, ça ne peut plus aujourd'hui être le fait d'ignorance, mais c'est bien le fait d'un agenda politique et d'un agenda stratégique. Donc, je vais encore essayer une fois de regarder le verre à moitié plein et de me dire, ça ne peut que, dans les prochaines années,
peut-être promouvoir des nouvelles formes de solidarité, en tout cas, je l'espère, promouvoir des nouvelles formes de réseaux. Et je parlerai peut-être après, si on a le temps, d'autres formes de réseaux, notamment sur la question de l'accès aux droits reproductifs, où on a vu des réseaux se constituer qui peut-être n'auraient pas existé dans un monde où il y aurait eu moins de backlash réactionnaire. Donc voilà, c'est un petit peu mon souhait pour la suite, mais on pourra y revenir. Merci beaucoup. Peut-être maintenant, Aminata Niakate. Vous avez donc, Élise, parlé de la représentation, des recommandations que vous avez faites dans le rapport. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de ce rapport et des priorités, des recommandations que vous avez pu faire au CESE? Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et tous. Merci de votre accueil. Le CESE, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est la troisième chambre constitutionnelle qui est composée d'une 50aine d'organisations syndicales, une 50aine d'organisations patronales, donc le MEDEF, l'UDP, des petites boîtes, des grandes boîtes, une 50aine d'associations sociales, solidaires, féministes et 25 organisations environnementales. Et donc c'est le CESE qui organise la COP Climat par exemple ou la Convention citoyenne sur la fin de vie. Et donc au sein de la délégation aux droits des femmes, où tous ces gens sont un petit peu mélangés, donc on a fait ce travail. Alors je sais pas si, oui, c'est moi qui contrôle le machin. Donc on a fait un long travail pendant une quinzaine de mois. On a auditionné Oxfam au cours de ces travaux. Donc voilà, on voulait vraiment documenter cet enjeu et convaincre toute la sociologie du CESE qui a adopté ce rapport et cet avis avec ses recommandations à l'unanimité, ce qui était une gageure au départ, mais on a usé de beaucoup de pédagogie pour convaincre tout le monde et notamment avec un certain nombre de chiffres qu'on leur a partagés et que vous avez là. C'est que on se posait cette question dans un contexte où on avait l'intuition que les femmes étaient surexposées aux effets du changement climatique. C'était effectivement documenté, mais on manquait de données, mais on avait quand même quelques chiffres éparses. Les personnes les plus exposées aux conséquences du dérèglement climatique, ce sont les personnes les plus pauvres. Or, 70% des plus pauvres dans le monde sont des femmes, ce qui est un indice de surexposition. Lorsqu'il y a des catastrophes naturelles, des inondations, on remarque avec des chiffres assez sidérants que ce sont les femmes et les enfants qui sont les premiers à mourir, notamment parce que les normes sociales qui pèsent sur elles font que elles ne vont pas forcément à l'école, que quand il y a un plan d'évacuation, elles ne savent pas qu'il existe, elles ne savent pas le déchiffrer, elles ne sont évidemment pas associées à l'élaboration de celui-ci. Quand il faut partir et utiliser des moyens de mobilité, ils appartiennent plutôt aux hommes. Et puis dans leur parcours aussi, parfois elles sont enfermées un peu dans leur sari, par exemple. Du coup, c'est difficile de nager quand il y a une inondation. Et puis dans leur parcours de déplacement, elles sont aussi confrontées donc à des violences, et puis qui dit déplacement, on quitte notre lieu de domicile, on perd de revenus, donc on trouve des situations de mariage forcé, donc très jeunes, de mariage précoce, parce qu'on ne sait plus comment assurer notre moyen de subsistance. Il y a aussi de la prostitution. Enfin, c'est vraiment dans les pays du Sud qu'on voit ce genre de choses. Et puis plus près de nous, on observe aussi par exemple que lors de la canicule de 2003, les femmes avaient davantage été touchées par les hommes par la surmortalité. Donc plus 70% pour les femmes, plus 40% pour les hommes. Donc on observait comme ça que les femmes, elles trinquaient un peu plus quand elles étaient exposées donc à des effets du dérèglement climatique ou à des désordres environnementaux. Et les femmes, et ça a été dit, elles sont plutôt assez sensibles et engagées sur ces sujets, elles font plein de choses, mais elles sont très peu associées à l'élaboration des décisions. Donc la proportion des femmes dans les COP, 35% en moyenne. Les emplois verts et verdissants, les emplois de la transition écologique, les femmes, elles n'occupent que 18% de ces postes, alors qu'elles ont beaucoup de choses à proposer et qu'elles sont très engagées là-dessus. Donc en première ligne sur les dégradations environnementales, premières actrices, mais peu associées aux décisions, dans un contexte où quand même cette question du genre s'impose dans le débat au niveau international ou dans les conventions, dans les COP. On voit que il y a une prise en compte de cette question, donc il y a
prise de conscience au niveau international, mais c'est vrai qu'au niveau national, en tout cas, nous, on voit moins la déclinaison, alors que la France signe ces conventions et s'engage au niveau international. Donc, je sais que j'ai pas beaucoup de temps, donc je vais aller vite. On a fait beaucoup d'éditions pour balayer un petit peu tous les sujets. On s'est intéressé donc à l'écoféminisme, on s'est intéressé donc aux impacts différenciés concrets que j'évoquais tout à l'heure, et aussi aux acteurs de la transition écologique. Est-ce que voilà, l'ADEME, le GIEC s'intéresse à ces sujets-là? On a pu observer qu'il y avait un peu d'impensé sur ces questions. Et puis, on s'est aussi intéressé dans la vie professionnelle, est-ce que les acteurs s'intéressaient à cette question, les acteurs économiques, les acteurs institutionnels, est-ce qu'ils prennent en compte la question du genre confronté à des désordres environnementaux ou dans un contexte de crise climatique. Donc les premiers constats qu'on fait, hop. Donc on a un rapport en fait, et un avis, donc un rapport un peu qui dresse un certain nombre de constats. Donc vous pouvez télécharger sur internet, qui est voilà de libre accès, donc qui revient donc assez longuement sur tout ça. Et donc on étaye le fait qu'il y a effectivement une reconnaissance ancienne et documentée de la question, que c'est une question pleinement intégrée dans les objectifs de développement durable, par exemple. On a vraiment conscience qu'il y a un lien de causalité entre voilà, les désordres environnementaux, climatiques et la dégradation des droits des femmes. Et on se dit que on ne peut pas correctement traiter la question environnementale sans se poser la question de l'impact que ça peut avoir sur les droits des femmes. Sinon, on passe à côté de l'enjeu. Et on observe donc dans ce long chapitre que y a la mise en œuvre concrète de ces engagements internationaux, le compte n'y est pas tout à fait. En France, on remarque quand même que l'AFD quand même travaille sur ces sujets, et la question du genre dans ses financements est de plus en plus présente. Voilà, et la France quand même commence à développer une diplomatie féministe, et d'ailleurs s'est engagée, après avoir vu notre rapport, à y retravailler. Donc après, je ne sais pas ce que ça a donné concrètement, mais on a eu au moins une écoute, et on verra ce qu'il en est de la déclinaison concrète. Voilà, je vous donne des petits exemples. Alors, je pense que je vais pas dans le même rythme que... Ah non, je sais pas si j'ai la même version, c'est pas très grave. Ce tableau, il est intéressant parce que ça montre un petit peu, ça illustre la place des femmes dans les lieux de décision, en tout cas dans les lieux de négociation des COP climat. Donc sur le premier graphique, on peut voir que au début, les femmes étaient assez inexistantes dans les COP, même si on progresse. Et il y a un exemple qui est assez intéressant, c'est la COP 26 de juin 2021, où parmi règles, il y avait la parité, donc des femmes et des hommes dans les délégations officielles, dans un contexte où c'était post-Covid, donc c'était à distance. Et peut-être qu'à distance, c'est peut-être plus facile d'associer les femmes compte tenu des contraintes qui pèsent sur elles. Et puis, c'était pas décisionnaire. Et donc, peut-être que là, c'était aussi moins contraignant pour certains de laisser un peu plus la place aux femmes. Et ce qui avait été observé, c'est que quand bien même il y avait la parité, les hommes, c'était 60% des orateurs inscrits et ils s'exprimaient pendant 74% du temps. Donc, même quand il y a la parité, c'est difficile. Hop. Alors, hop. Et donc, sur une deuxième partie de ce rapport, on s'est intéressé et en France, alors on signe plein d'engagements à l'international. J'ai vraiment c'est hyper sensible, le truc. Et quelle déclinaison en pratique. Donc, on s'est intéressé à ce que faisaient les entreprises. Je sais qu'il y a des fondations qui, en tout cas, s'intéressent à cela. Et ce qu'on a observé, c'est que dans les secteurs d'activité les plus émetteurs de CO2, les plus, on va dire, responsables des dégradations de l'environnement, du climat, on avait une surreprésentation des hommes. Alors c'est vrai que on parle de sous-représentation des femmes dans les métiers verts et verdissants. Donc, c'est une nomenclature de l'Observatoire des métiers verts et verdissants qui est un peu bizarre parce que, en fait, les métiers verts et verdissants, c'est les métiers qui doivent faire leur transition écologique. Donc, c'est des métiers qui ne sont pas verts du tout. Mais c'est la nomenclature retenue par cette agence de l'État.
Et donc, voilà, les femmes, elles ont tendance à être moins présentes dans ces métiers-là. Et c'est intéressant. Alors, dans le rapport, vous le verrez, c'est pas dans les slides, mais on a aussi, il y a un rapport de l'OCDE qui s'appelle Femmes et Environnement qui observe que quand les femmes sont présentes, en tout cas dans ces secteurs-là, ben, on observe, sans que ça mette en péril la productivité ou la rentabilité de l'entreprise, ben, des comportements plus vertueux de ces acteurs économiques. Et puis, on a aussi observé que dans le dialogue social, où il y a des compétences sur les questions d'égalité professionnelle, et par ailleurs, notamment depuis la loi Climat Résilience, sur les questions environnementales, eh bien, c'est des thématiques qui fonctionnent en silo, et donc on ne croise pas les impacts de l'un sur l'autre. Et on a aussi évoqué la question de l'agriculture, mais Oxfam l'a fait de manière plus approfondie. Donc, il y a ces petites statistiques. Oula, c'est hyper sensible. Voilà, là, on voit un peu la représentation des femmes dans ces métiers qui doivent faire leur transition écologique. Donc, on voit qu'on est vraiment sous-représenté dans les filières de l'énergie, par exemple, au niveau des études, les femmes, c'est que 8%. Il y a vraiment voilà, peu de place faite aux femmes dans ces métiers. Hop. Ça, c'est au niveau européen, on fait les mêmes constats dans le secteur de l'agriculture, du transport. Les femmes sous-représentées dans les secteurs les plus prédateurs pour l'environnement. Et dans une autre partie, une dernière partie, donc on s'est intéressé à ce que faisait, voilà, ce qui se passait dans les politiques publiques de la transition écologique. Alors, une chose qui nous a étonné, c'était que dans les scénarios de transition écologique, tout acteur confondu, bah, la question du genre était vraiment très marginale. C'était un vrai impensé. Et c'était absent des politiques locales de transition, par exemple, voilà, y compris des politiques publiques vertueuses pour l'environnement. Par exemple, quand on veut faire par exemple des pistes cyclables ou développer les transports, c'est plutôt chouette pour l'environnement, mais la piste cyclable, si elle n'est pas suffisamment sécurisée, on se retrouve dans des situations comme à Paris où 70% des pistes cyclables sont occupées par les hommes qui sont parfois nous engueulent quand on s'arrête au feu rouge. Et donc, voilà, il faut penser à ne pas réserver finalement l'espace public aux hommes. Je me souviens d'une conversation avec un géographe parce qu'il me disait, bon, par exemple, le stade de foot au cœur de la ville, voilà, c'est un espace public qu'on réserve aux hommes. Et je lui disais, mais en fait, les femmes, elles ont le droit de faire du foot, etc. Et puis il me dit, mais Aminata, est-ce que tu as déjà vu un stade de foot rempli à 50% de femmes? J'ai bien dû admettre que non, ça ne m'était pas arrivé de rencontrer. Mais peut-être qu'un jour, on y arrivera, mais... Et donc voilà, sur ces questions-là, sur les transports, si on s'intéresse à la question du logement, de la précarité énergétique, ce sont beaucoup des concentrations de familles monoparentales qui vivent voilà, dans des conditions et pas forcément hyper dignes et qui souffrent de la précarité énergétique. Et 80% des familles monoparentales ont pour chef de famille une chef de famille. Donc voilà, il y a plein d'enjeux environnementaux et qui peuvent se percuter avec des enjeux de genre, et que si on ne pense pas à croiser ces enjeux, on passe à côté du sujet. Et puis on s'est enfin intéressé à une dernière chose, c'est la démocratie environnementale, qui pour nous est une clé de la réussite. C'est comment prendre en compte les besoins spécifiques des femmes, comment associer les femmes à la décision et donc tenir compte de leurs besoins spécifiques. Et ensuite, on a pris donc un certain nombre de recommandations que je vais balayer un peu vite, mais que vous retrouvez dans le détail sur le rapport. La principale difficulté qu'on a eue, c'était vraiment d'avoir des données un peu fines, un peu précises, parce qu'on avait des choses ci et là, mais on sentait que souvent quand il y a une catastrophe naturelle, on a le nombre de victimes, mais on ne sait pas combien de femmes. C'est rare qu'on ait le nombre de femmes et d'enfants. Et donc, la première préconisation qu'on a fait, c'était de demander à ce que le GIEC fasse un rapport spécial spécifiquement sur cette question de l'impact sur les femmes. Donc, on a discuté avec le MEAE, avec le Point Focal. Mais bon, ils y sont ouverts, mais ils m'ont expliqué que
en fait, pour programmer un rapport, c'est 15 ans à l'avance, c'est compliqué, etc. Donc voilà, on ne sait pas si la volonté politique y sera, mais on se dit qu'en tout cas qu'à chaque fois que c'est un peu la préconisation d'eux, qu'il y a un projet avec un impact environnemental, etc., il faut évaluer l'impact que ça aura sur les femmes systématiquement, quand il y a une catastrophe naturelle, systématiquement évaluer voilà, combien de femmes ont été touchées, et ça permet en tout cas de prendre la mesure de la surexposition des femmes. Voilà, on s'est aussi intéressé à la question de l'exposome. Voilà, les femmes sont aussi des métiers parfois où, par exemple, les femmes de ménage, où elles ont plus souvent respiré des effluves chimiques, etc., qui ont un impact sur leur santé, sur leur fertilité, etc. Et puis elles ont parfois des équipements pas forcément ergonomiques parce qu'ils sont conçus pour les hommes et pas forcément pour elles. On a aussi des préconisations en cas de catastrophe naturelle, sur l'accueil des personnes déplacées, parce que c'est des endroits voilà, qui un peu de fortune dans des stades, etc. Donc ça peut être vrai aussi en France qu'à l'étranger, et il peut se passer des drames, il y a beaucoup de violence dans ces endroits, et donc veiller à la sécurité de ces endroits. On avait aussi une préconisation sur les déplacés environnementaux, les migrants environnementaux. Et en France, il est possible, normalement, d'accorder un titre de séjour pour motif humanitaire. Et on s'est dit qu'une catastrophe naturelle, ça peut être une bonne raison d'accorder un titre de séjour pour motif humanitaire, dans un contexte où souvent, ce sont les pays du Sud qui trinquent pour qui payent pour les conséquences, on va dire, des activités humaines dans les pays du Nord. Et donc c'est un peu la double peine, et peut-être qu'une réforme, alors je suis pas sûre que le contexte politique y soit propice, mais une réforme du CESEDA en ce sens, on s'était dit que ce serait pas mal. On s'est dit aussi que la CNCDH, c'est la dernière préconisation que je vous présenterai, mais vous verrez toutes les autres dans le rapport. La CNCDH, elle a des compétences pour évaluer les politiques publiques menées par la France, notamment si elle respecte ses engagements internationaux, et on lui a suggéré, et elle y était plutôt assez ouverte, d'évaluer si la France a respecté bien tous ses engagements internationaux quand elle signe des accords CNUC, etc., enfin les COP sur les conventions biodiversité ou climat, voilà. Donc je m'arrête là. Merci beaucoup. Toutes les préconisations sont donc à regarder sur le site du CESE et sur le rapport, et elles y sont toutes, donc n'hésitez pas à aller les lire parce qu'on n'a pas le temps de toutes les voir malheureusement. Marie-Cécile, vous vouliez ajouter je voudrais rebondir sur 2 points par rapport à ce que j'ai entendu et en lien avec ce que j'avais dit, que je n'avais pas eu le temps de développer complètement, mais sur la question de la bataille du récit, le politique, parce que le politique, les décideurs de manière générale, on leur dit il y a des inégalités, c'est injuste, c'est pas bien. Globalement, je pense qu'ils s'en moquent. On voit bien, au-delà des discours, diplomatie féministe, dans les actes, c'est quoi la diplomatie féministe de la France ? À part des sommets, il ne se passe pas grand-chose, c'est une réalité quand même. Donc je crois qu'il faut trouver, parce que l'heure est quand même un peu à l'urgence et l'heure est grave, trouver un certain nombre d'arguments qui permettent de convaincre d'une manière un petit peu différente de ce à quoi on avait pensé jusqu'ici, ou d'une manière un peu différente de ce sur quoi on avait mis l'accent jusqu'ici, convaincre les décideurs publics et privés que c'est leur intérêt d'avoir plus de femmes et que c'est leur intérêt d'avoir une démarche de développement durable. Et pour ça, on a un certain nombre de cadres sur lesquels on peut s'appuyer. On a l'Europe des compétences. En Europe, maintenant, la question des compétences dans l'Union européenne est considérée comme particulièrement importante. Les questions d'innovation, le rapport Draghi nous dit toutes les choses dans lesquelles il faut investir en matière d'innovation, le prochain programme cadre. Et puis, un truc qui est un peu une autre de mes obsessions, qui est la cohérence des politiques publiques. Et la cohérence des politiques publiques, c'est un truc qu'on n'arrive toujours pas à faire, ni en France, ni dans beaucoup de pays. Par exemple, vous avez parlé d'industrialisation verte, on pourrait parler de l'intelligence artificielle, puisque c'est dans l'actualité. On a un manque de vivier. Alors, le président français, il dit qu'il faut former 10 000 personnes, mais encore, on n'a pas de vivier pour faire ça. Alors, on va les chercher où ? Et si on ne féminise pas les viviers,
dès le collège, dès le lycée, à l'université, c'est déjà trop tard, même si on s'y emploie, croyez-moi. Si on ne féminise pas les viviers, on ne pourra pas avoir suffisamment de gens qui sont formés à ces enjeux d'industrie verte, d'intelligence artificielle, de cybersécurité. Et tout ceci va être de plus en plus impliqué dans les secteurs économiques traditionnels. Mais pour avoir des viviers, il ne suffit pas de dire aux filles « osez ». Il faut avoir des environnements de formation et de professionnels qui soient accueillants. C'est-à-dire, il faut une véritable volonté de lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Il faut accepter de modifier la manière dont on travaille, la manière dont on organise les environnements de travail. Et il faut aussi accepter de s'ouvrir à d'autres formes d'expertise, à d'autres formes de regard sur le réel. Et on voit bien que quand on est dans des entre-soi, que ce soit des entre-soi masculins ou des entre-soi en termes de parcours d'études, parcours de grandes écoles, même de promo de grandes écoles, eh bien, on manque de savoir-faire, on manque de compétences pour comprendre le monde dans lequel on vit. Et la question des agricultrices est très intéressante parce que on les a vues là pendant la crise agricole en France, on les a vues de plus en plus parler, elles s'organisent, elles ont des communautés qui sont de plus en plus structurées. Elles parlent d'agriculture bio, elles parlent d'agriculture de niche, elles parlent de permaculture, elles parlent de changer la manière dont les syndicats sont organisés. Dans d'autres régions du monde, dans les pays du Sud, elles sont extrêmement expertes dans le traitement des aliments dans l'agriculture dite de subsistance. Bref, il y a un certain nombre d'évolutions qui viennent des femmes et qui bénéficient à tous. Donc, si on s'ouvre à d'autres types d'expertise, si on s'ouvre à d'autres types de savoir-faire, et la dynamique de parité, c'est une des premières manières de lutter contre les entre-soi, eh bien, on aura une économie qui est plus efficace et qui sera plus durable aussi. Donc, ça me faisait un petit peu penser à ça, ce que vous avez dit. Donc, sans doute, il y a des choses à travailler, à la fois dans de parler partout, de prendre la parole partout, pas attendre qu'on nous donne la parole, il faut vraiment envahir tous les canaux de communication, quels qu'ils soient, et puis sans doute réfléchir à adapter les récits pour que ce soit davantage stratégique et aller vite, on est vraiment dans du court terme, pour convaincre les décideurs économiques et politiques, et pas seulement dans les schémas traditionnels, discursifs qu'on avait l'habitude d'employer. Je réponds très rapidement pour pouvoir prendre des questions. Je suis complètement d'accord. Et si je reprends l'exemple de l'agriculture, ce qu'on constate, c'est effectivement qu'il y a des solutions, mais depuis très longtemps, notamment dans les agricultures de subsistance, qui sont portées exclusivement par les personnes qui sont en charge du soin de la communauté, donc principalement les femmes, mais que malheureusement, elles n'ont pas... En fait, elles existent en parallèle des structures de décision. Et c'est aussi ce qu'on voit dans les structures. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a observé quand on est allé discuter avec les agricultrices en France. C'est que beaucoup de groupes de soutien, même au sein, par exemple, de la Confédération paysanne, maintenant, il y a une section spécifique sur le genre et l'entraide entre agricultrices, ce qui n'était pas le cas auparavant, ou au sein des CIVAM, etc. Donc ça, c'est très nouveau. Mais... Encore une fois, il y a toujours ce plafond de verre qui fait que ces solutions-là, des solutions qui bénéficient aux agricultrices, mais qui bénéficient vraiment à tout le monde, puisque c'est des solutions décarbonées, c'est des solutions pour des exploitations agricoles plus résilientes, eh bien, elles se heurtent au plafond, ou je ne sais pas si c'est le plafond de verre, mais en tout cas, aux réalités qui est que lorsqu'on arrive au cercle de décision politique, vraiment au cercle officiel, les chambres d'agriculture, eh bien, là, par contre, elles n'ont plus leur place. Ou on le constate aussi chez nos collègues dans d'autres pays où, quand c'est le conseil de village, là, par contre, elles n'ont plus leur place. Donc, elles peuvent mettre en place des solutions, mais tant que ça reste voilà, un système parallèle. Et je fais le lien avec ce qu'on disait sur les COP. Voilà, tant que les femmes et les minorités de genre n'ont pas leur place pleine et entière au sein des cercles de décision,
on se heurtera toujours à quelque chose. Et effectivement, on a besoin de changer ce récit. Nous, chez Oxfam, on est plutôt endurant. Il y a des sujets sur lesquels on plaidoie depuis des années et des années. Je prends l'exemple de l'impôt sur la fortune climatique. Ça fait plus de 10 ans qu'on fait du plaidoyer là-dessus. Il y a longtemps, on nous traitait de complètement, soit de marxiste, soit de fou, etc. Il y a 2 ans, il y a le rapport Pisani-Ferry-Mapfouz qui propose une forme un peu différente de ce que nous on propose, mais d'impôt sur la fortune climatique. Tout à coup, ça nous permet aussi de reprendre un petit peu la main sur le récit et de continuer à proposer des choses et en tout cas de proposer des solutions comme les éga-conditionnalités ou voilà, de rien lâcher et de se dire qu'il y a besoin aussi d'une cohérence. Et nous, c'est ce qu'on voit aussi sur le terrain, c'est que ce qui est très délétère, c'est aussi les politiques de stop and go. On va dans un sens, on prend une direction un peu plus genre friendly ou un peu plus féministe ou un peu plus écolo-friendly et l'année d'après on prend une solution qui recule. Ça c'est vraiment pour tous les acteurs, que ce soit les entreprises, les acteurs, les militants, les acteurs économiques, c'est vraiment ce qui est le plus délétère parce que ça casse en fait toutes les bonnes volontés. Et je m'arrête là. Merci beaucoup. On va pouvoir passer à... Pardon, Anne, vous vouliez... Je ne sais pas si on répond. J'ai vu qu'il y avait un certain nombre de questions, dont quelques-unes me concernaient peut-être, si on y répond maintenant ou si... oui, on peut y répondre maintenant. C'est vrai qu'il y en avait quelques-unes dans le chat. Je pense qu'il y en a aussi dans la salle. Donc, il va y avoir des micros Oui, qui vont vous être distribués. Merci. Anne, si vous voulez peut-être prendre oui, il y la question sur avait, la justice climatique. voilà, il y avait une question qui disait, qui demandait s'il fallait passer par la juridiction nationale. Dans ce cas-là, oui, il faut passer d'abord par la juridiction nationale. C'est exactement ce qui a été reproché aux 6 jeunes Portugais qui, eux, ont directement été à la Cour européenne des droits de l'homme et accusé 32 pays européens pour inaction climatique. Ils avaient les mêmes arguments que nous et ils sont touchés puisqu'ils ont vécu les incendies terribles qui a eu lieu au Portugal. Ils habitaient tout à côté. Donc oui, il faut passer par la juridiction nationale. Et puis, notre association ENEA pour le climat, ça n'est pas pour s'opposer aux hommes, c'était une stratégie juridique pour entrer dans l'action judiciaire. Et ça a été rappelé tout à l'heure, nous sommes particulièrement, par ailleurs, touchés par les grandes canicules. Et c'était évidemment un argument majeur pour aller dans l'action judiciaire en Suisse. Voilà. Et puis le plafond de verre, on peut en parler longtemps encore. Le plafond de verre, il est partout. Et il est en politique, il est... voilà, oui, il faut encourager les femmes à suivre des filières qu'elles suivent peu, mais à partir du moment où elles arrivent à des postes, vous êtes placés pour le savoir, des postes à responsabilité intéressants, il faut gérer la famille, il faut gérer les enfants, il faut gérer le quotidien. S'il n'y a pas de partage des tâches et s'il n'y a pas suffisamment d'institutions qui sont là pour aider, on reste avec ce plafond de verre, ça c'est sûr. Merci. Merci Anne. N'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions, comme ça les personnes pourront vous donner des micros et vous pourrez poser vos questions. Bonsoir, merci beaucoup pour vos interventions. Moi, la question que je me pose, c'est comment ne pas tomber dans l'essentialisme quand on va devoir en fait expliquer, quand on va devoir faire du plaidoyer, quand on va devoir expliquer le pourquoi du comment c'est important, parce qu'en fait c'est pas logique pour tout le monde malheureusement. Mais voilà. Je peux commencer à répondre, mais c'est vrai que vous avez étudié beaucoup ça dans le rapport du CESE. C'est vrai que c'est pas, on n'est pas revenu sur les bases ici dans cette conférence parce que voilà, il y a déjà pas mal de données normalement que vous avez en tête. Mais c'est vrai que c'est assez en fait simple d'expliquer que pourquoi est-ce que les femmes et les minorités de genre sont
plus touchées par la crise climatique, mais aussi elles ont plus de solutions, c'est pas parce que elles sont nées avec le souci de la planète ou je ne sais quoi, mais c'est simplement que dans le monde en moyenne, le soin de la communauté, le care, tout ce qui est lié au travail social est majoritairement une charge qui incombe aux femmes et aux minorités de genre. Et donc, en ce sens-là, elles ont une place un petit peu différente, notamment elles sont plus impactées et elles ont plus de solutions. Donc c'est vrai que si on revient au rôle social et au rôle, aux injonctions sociales, bonnes ou mauvaises, mais en tout cas qui sont la réalité pour la plupart des femmes partout dans le monde. Et c'est assez clair d'expliquer que c'est ce rôle social qui font qu'elles vont avoir une place différente et donc des fois des solutions différentes, et y compris quand on parle de l'importance des impacts du changement climatique. Nous, chez Oxfam, on travaille beaucoup sur la différence entre impact et vulnérabilité, sur le fait que, oui, sur une même population, les femmes vont être plus vulnérables. Pourquoi ? Notamment parce que elles ont moins de ressources, par ailleurs économiques, mais aussi plein d'autres ressources qui font que ce non-accès aux ressources va entraîner le fait qu'elles n'aient pas accès au système de soins, au système de sécurité, aux ressources économiques, par exemple, pour changer de travail, changer de lieu de vie, lorsqu'il faut changer de lieu de vie après un événement climatique extrême. Donc, en fait, effectivement, il y a toute une liste de paramètres socio-économiques qui expliquent cette place particulière et qui expliquent aussi, si on le prend d'un côté positif, qu'elles peuvent apporter des solutions particulières. Nous, par exemple, en Afrique de l'Ouest, on est spécialiste de systèmes WASH, donc tout ce qui est eau, assainissement. Les femmes ont une connaissance particulière de l'eau et de l'assainissement. Pourquoi ? Parce que c'est socialement le rôle qui est attribué aux femmes d'aller chercher l'eau pour nourrir, pour abreuver la communauté. Donc, elles ont une connaissance que d'autres personnes dans certaines communautés n'ont pas. Oui, ce que nous, dans les notes qu'on a faites avec Julia et Fatou, on appelle l'expertise d'expérience, c'est-à-dire la division, sociale des rôles qui est induite par les sociétés patriarcales, c'est-à-dire l'immense majorité, voire la totalité des sociétés dans le monde, assigne, ça crée une assignation sociale des rôles selon qu'on est femme ou que l'on est homme, et en fonction des expériences que l'on a, on n'a pas le même rapport au monde et on n'a pas nécessairement les mêmes préoccupations dans le métier que l'on choisit ou dans la manière dont on exerce son métier et dans le rapport aux autres ou à la nature. Il n'y a pas un gène de l'écologie, mais il y a des expertises, d'expériences qui sont en grande partie la résultante d'assignation que l'on a subies parce qu'on est né femme ou parce qu'on est né homme. On en parle pas mal dans les 3 notes. Vous pourrez trouver des outils pour alimenter votre argumentaire. Si je peux dire un mot qui va un peu dans le même sens, en fait, ce qu'on a observé, nous, c'est que en fait, les désordres environnementaux ou climatiques, ça aggravait des inégalités préexistantes, en fait. Et donc, c'est pas vraiment, on a vraiment juste observé ça sans essentialiser quoi que ce soit. Et en fait, c'est ces inégalités qui sont déjà là, qui font qu'on est moins résilient quand il y a des désordres environnementaux, climatiques. Et du coup, les femmes, elles se mobilisent plus parce que sont les plus impactées. Ce sont des mobilisations de femmes parce que leurs enfants jouent à côté d'un étang où il y a des produits chimiques qui sont déversés. Et donc, elles se mobilisent pour protéger leurs enfants parce qu'elles sont en première ligne, elles arpentent les territoires. Et elles ont moins de ressources parce que les inégalités existantes font que elles sont moins armées pour résister quand il y a des désordres environnementaux, climatiques. Et dans le travail qu'on a voulu faire, on a voulu parler d'écoféminisme de manière dépassionnée. Et donc, on a vraiment tout sourcé, etc., toutes les données, tous les chiffres, etc., pour justement éviter une interprétation fantasmée, etc., et vraiment être hyper objectif sur quelque chose qui est une réalité concrète, que les femmes sont surexposées, qu'elles se mobilisent plus et qu'elles ne sont pas associées à la prise de décision. Voilà, c'est factuel.
Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Sinon, on en a une ou deux en ligne. Il y a plusieurs personnes qui donc se disent soit... Je viens d'éteindre. Donc des hommes et des jeunes étudiantes et étudiants qui te demandent des conseils sur justement comment s'engager, quelles sont les priorités et qu'est-ce que chacun peut faire à son échelle pour avoir un impact sur l'engagement des femmes ou des hommes dans la lutte contre les changements climatiques. Si vous avez des petits conseils à leur donner, n'hésitez pas. Je sais pas, engagez-vous, faites de la politique, votez, mettez la pression aux décideurs, manifestez, présentez vos élections, parce que c'est aussi là que ça se passe. C'est au ministère des Affaires étrangères, au gouvernement que ça peut se décider, au ministère de l'Agriculture. Donc voilà, allez à la FNSEA, les agricultrices, ou pas à la FNSEA, mais bref, si, faites comme vous voulez, faites de l'entrisme à la FNSEA si vous voulez. Mais qui a voté notre rapport d'ailleurs? Mais oui, engagez-vous, parce que du coup, c'est un sujet qui monte. Au moment où nous, on l'abordait, les gens nous regardaient, on disait qu'est-ce que c'est, quel est le rapport avec le schmilblick? Là, on a de moins en moins ce genre de réaction. Donc, parler de cette conférence, parler de tous les travaux qui sont en train d'être produits pour vulgariser ces enjeux. Parlez-en à vos élus. Voilà. C'est bien que les hommes s'engagent sur ces questions. Et notamment les jeunes pour donner l'exemple après et pour mettre en place des implications de long terme. Ça ne doit pas être des sujets précisément réservés aux femmes. Ce n'est pas le cas, mais... Partager le temps de parole avec les femmes. Oui, aussi, mais bon, c'est aussi à nous à l'apprendre. Hein. Et peut-être, moi, je dirais que en fait, l'engagement le plus réaliste, c'est l'engagement qui est accessible. Donc, ça va vraiment dépendre des personnes. Ça peut être commencer par se renseigner, déjà assister à ce genre de conférences. Lisez le rapport du CESE, ou en tout cas ses résumés, parce qu'il est très dense, mais il y a énormément d'informations sur le site du CESE. Lisez notre rapport sur les agricultrices. Et s'engager, ça peut prendre plein de formes. Et effectivement, ça peut être se présenter à une élection, mais ça peut être aussi créer un groupe de parole avec ses amis étudiants. Ça peut être, vous pouvez rejoindre un groupe local d'Oxfam. On a une quinzaine de groupes locaux partout en France. Vous trouverez toutes les villes sur le site internet. Rejoindre une asso qui vous correspond, rejoindre un mouvement en fait citoyen. C'est vrai que ce qui peut être difficile parfois, c'est le sentiment de se dire ah mais en gros ma petite action ne va pas faire grand chose et ça sert à rien. C'est pour ça que nous ce qu'on dit souvent c'est que l'action individuelle elle peut être collective. Rejoindre un mouvement citoyen, que ce soit un parti politique, que ce soit des discussions, des associations, faire une action individuelle ça peut engager quelque chose de collectif pour faire pression, pour engager des changements systémiques. C'est tout à fait possible à son échelle. Merci. Anne, vous vouliez ajouter quelque chose? Et s'il vous plaît, oui, absolument. Ce qui vient d'être dit, je le rejoins. Ne pas rester seul, être en équipe, être ensemble. Et c'est très important. Il y a eu des très grands mouvements de jeunes, en tout cas en Suisse et ailleurs en Europe, en 2018, en 2019. Il y a évidemment la pandémie Covid qui a un peu cassé le mouvement, mais il y a beaucoup de jeunes qui se sont découragés, j'en rencontre et j'en ai rencontré, qui se sont tellement investis et qui sont tellement découragés parce que effectivement le politique ne fait pas le job. Et donc il faut ne pas rester seul et rejoindre des associations, rejoindre des mouvements. Je parle en tant que militante très âgée et nous avons connu en Suisse le droit de vote qu'en 1971. Donc nous, les femmes en Suisse, moi à 20 ans, je n'avais pas le droit de vote. À 20 ans, je n'avais pas le droit de vote au plan fédéral parce que c'est les hommes qui votaient et pensaient que les femmes ne comprendraient rien à la politique et ne pourraient pas voter comme eux. Et donc, nous avons milité et dans notre association, nous sommes quelque part toutes des anciennes militantes pour obtenir ce droit de vote, pour obtenir un congé maternité, pour obtenir le droit de signer un bail, pour obtenir le droit d'avoir un compte en banque.
Et nous ne sommes pas les seuls ailleurs en Europe et ailleurs dans le monde. Mais voilà. Et je me suis aussi engagée en politique parce que la politique, eh bien, il n'y avait pas de femmes en politique une fois que j'ai eu le droit de vote. Il n'y a pas de femmes en politique. Et en politique, il y avait un autre sujet dont on ne parlait pas, c'était justement l'écologie et l'environnement. C'est ce qui m'a motivée à m'engager en politique dans ma commune, sur mon canton et au niveau national. Donc oui, il faut s'engager parce que si on ne s'engage pas ou si on ne s'intéresse pas à la politique s'intéresse à vous. Les jeunes, il faut voter. Ah, il faut aller Les voter, c'est jeunes, il faut absolument indispensable. voter. Il faut aller voter. En Suisse, on vote souvent, c'est vrai, 4 fois par année. Et là, de nouveau, si on ne va pas voter, c'est qu'on laisse les autres décider pour soi-même. Et puis ensuite, on est fâché. Ensuite, on n'est pas content. Bah, il faut aller voter. Si on veut renverser la table, il faut aller voter. Votez et prenez le pouvoir, les jeunes. Non, mais je le pense sincèrement. Engagez-vous, voilà, c'est la conclusion, je crois, de cette conférence. Il n'y a pas d'autres questions dans la salle, on va pouvoir terminer. Il y a d'autres questions dans le chat, mais vous avez de la chance. Les notes répondent à toutes ces questions, donc n'hésitez pas à aller les lire. Elles sont disponibles sur le site de l'IRIS et donc de l'Observatoire Genre, Climat et Environnement. Merci à toutes d'avoir été présentes et d'avoir répondu à nos questions. Merci à toutes et tous en distanciel et dans la salle d'avoir été là. Et à bientôt.